Je ne suis pas un rescapé. À vrai dire, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de commencer mon histoire, je me présente. Donc, bonjour à tous. Je suis Edmond Richemont et j'ai subi la triste histoire de la grande rafle du Veldiv. Avant mon récit, je voudrais vous faire part d'un document qui émane de la préfecture de police de Paris, écrit par un officier durant la rafle, en 1942. Voici le document, et je vous le traduis. État-major par téléphone. L'opération contre les Juifs est commencée depuis ce matin 4 heures. Elle se trouve ralentie par beaucoup de cas spéciaux. Beaucoup d'hommes ont quitté leur domicile hier. Les femmes restent avec un tout jeune enfant ou avec plusieurs. Il faut faire appel à des serruriers. Dans le 20e et le 11e, où il y a plusieurs milliers de Juifs, l'opération est lente. À 7h30, le PM signale 10 cars arrivés au Veldiv. Nous comptons 4044 arrestations à 9h. Fin du compte-rendu. En tout, entre le 16 et le 17, il y aura eu 13 152 personnes arrêtées. Maintenant, c'est mon histoire. J'avais 13 ans. J'étais élève à l'école communale de Michel Bizot, en Paris 12e, en classe de certificat. Et comme nous sommes au mois de juillet, je suis en vacances. La France subit l'occupation allemande et nous, les Juifs, étions spécialement visés par les nazis et leurs alliés fascistes français. Des lois anti-juives sont promulguées. Les arrestations, des rafles deviennent de plus en plus nombreuses et les camps d'internement sortent de terre partout en France. La préfecture de police annonce que les femmes et les enfants ne seront pas inquiétés. Les hommes et les jeunes gens doivent être très prudents. C'est pourquoi mon père et mon frère ne dormaient plus à la maison et avaient trouvé hospitalité chez des amis français. Mon père m'avait chargé d'accrocher une écharpe à la fenêtre donnant sur rue pour signaler une présence policière à la maison. Nous habitions 15 rue du Braille, dans le 12e. Arrive le 16 juillet 1942, à 7h du matin, coup de sonnette, police. Madame, veuillez préparer des vivres et des affaires pour 3 jours et nous suivre, ainsi que votre fils. Je repensais aux belles paroles de la préfecture, ni les femmes et ni les enfants. J'accroche l'écharpe à la fenêtre, je prends les clés de la maison, sans faire de bruit, et je m'enfuis. Et je n'ai pas dit au revoir à ma mère, qui a dû me chercher. En entendant le policier dire 3 jours, je me suis dit que ma mère allait revenir. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Et ma mère a été conduite au Veldiv, puis à Drancy, et je ne l'ai plus revue. Pardon, maman. Je poursuis mon récit. Je suis au 2e étage et sonne à la porte de la famille Richard, amie de mes parents. Et j'explique la situation. Ils acceptent de me garder. Ils m'ont ouvert leur porte, et aussi leur cœur, sachant que sauver un juif était strictement défendu et risquait la déportation. Les parents Richard ont gâté, et leur fille Mimi allait être une actrice principale dans nos vies cachées. Après la guerre, je me suis mobilisé pour que Yad Vashem octroie à cette famille la médaille des Justes. Une cérémonie a eu lieu le 8 juin 2021
c'est-à-dire l'année dernière, en présence des autorités municipales de Paris et de Yad Vashem. La plaque en marbre a été posée à l'entrée de l'immeuble. Je reviens en 1942. Donc, me voilà sauvé. Pour l'instant, je suis resté 1 mois. Le temps pour mon père de trouver un autre endroit. Mimi a pris contact avec mon père, qui a été tranquillisé de me savoir en sécurité chez eux. Les recherches de mon père ont abouti et une nouvelle famille où je vais aller habite près de Bourges, dans le Cher. Un rendez-vous a été convenu au métro Doménil. Pourquoi pas chez les Richards? Mais parce que les Richards, la maison était gardée, on ne sait pas, mais ça aurait pu être un guet-apens. J'ai revu mon père, mon frère et une dame qui allait me prendre en charge. Puis ce sont des adieux bien tristes. Et mon aventure d'enfant caché commence à cet endroit. Ma nouvelle vie dans le Cher se déroule pas d'une façon sereine et l'ambiance devient très difficile. J'ai écrit une lettre à la dame qui m'avait accompagné pour venir me reprendre. Je suis à nouveau à Paris, où la vie, la sécurité sont menacées à tout instant. Nous cherchons une institution qui puisse me prendre en charge. Nous avons contacté le bureau de l'ORT, Organisation pour l'apprentissage d'un métier. Nous étions vendredi et il était convenu que je revienne lundi. Chose dite, chose faite, le lundi matin, je me présente, à ma grande surprise, il n'y avait plus personne. Les Allemands ont opéré une grande rafle. J'étais triste et dire que j'aurais pu être parmi eux. Nous sommes allés à la colonie scolaire, rue Amelot, qui accepte de me prendre en charge. Je dois me présenter le lendemain. Le lendemain, une convoyeuse m'a escorté jusqu'à Annecy, où un rassemblement avait lieu dans un grand lycée. Des centaines d'enfants sont réunis et des jeunes gens les regroupaient par 15. Ces groupes formés partaient dans différentes directions pour s'approcher de la frontière suisse. Mon groupe était composé de 2 familles, de 5 enfants et 5 en individuel. Les plus petits avaient 5 ans, le plus grand entre 12 et 13 ans. Nous étions à Annemasse et devions rejoindre le bourg de Verrier. C'est là que nous avons dormi. Un curé nous attendait à la porte. Il nous demande de descendre à la cave et de ne pas faire de bruit. Les bonnes sœurs dormaient au premier étage. Elles n'étaient pas au courant. À la lueur d'une bougie, nous avons reçu un morceau de pain et du gruyère et un verre d'eau. Les 2 jeunes accompagnateurs, nous les grands, on nous a donné des consignes pour passer la frontière pour le lendemain matin. Durant toute la nuit, nous entendions les bruits des bottes des soldats allemands. Le matin, tout le monde était prêt pour affronter notre destin. La frontière, un chemin longeait la frontière, qui était formé par 2 rangs de fils de fer barbelés de 2,50 m de hauteur, et au milieu, un no man's land, et côté suisse, un gros arbre. Il était le seul dans cette prairie, et c'est justement là que nous devions passer. Je me retourne vers l'accompagnateur pour lui dire si c'est bien cet arbre, mais il n'y avait plus personne, nous étions livrés à nous-mêmes. Et il fallait faire vite, très vite, à cause des patrouilles. Nous avons commencé à monter les petits de 5 ans qui se sont accrochés en haut et ils avaient peur de descendre. Ils ne voulaient pas descendre. Nous avons tiré sur leurs jambes. Ce faisant, les fonds de culottes sont restés en haut, à tout jamais, comme un symbole de fuite. Et il fallait recommencer une 2e fois à grimper. Et là, nous sommes restés pétrifiés de peur. Un soldat allemand est sorti de derrière l'arbre. Comment est-ce possible? Le petit de 5 ans nous crie « Regardez son col !»
C'est pas un Boche. Nous ne savions pas que l'uniforme suisse était similaire à ceux des Allemands. Nous tombions sur le sol suisse, épuisés, mais heureux. Il était temps, car une patrouille allemande arrive en moto et sidecar surmontée d'une mitrailleuse. Ils s'arrêtent, ils nous regardent à la jumelle. Puis arrivent les gendarmes français en vélo. Ils nous demandent qui vous a passé. Comment êtes-vous passé? Je leur réponds, je leur crie plutôt que nous sommes juifs. Ah bon? Et ils sont partis. Ouf. La Suisse, c'est une frontière. Je vais m'arrêter à la frontière parce que la Suisse est une autre histoire. Mais avant, j'ajouterai que mon histoire, pour qu'elle soit juste, que la maison où nous avons dormi n'était pas un couvent comme on aurait pu le croire, mais la maison de repos pour les cheminots. Pour tromper les interrogatoires de la police, on nous avait fait croire à ce pieux mensonge. Merci de votre patience.